Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Eh bien, on poursuit notre périple des Friday the 13th et on arrive dans une nouvelle ère puisque, on était supposé avoir terminé cette série avec The Final Chapter, mais on arrive en 1985 avec Friday the 13th. Il y en a qui appellent ça Part 5, mais en principe, sur les affiches, c'est A New Beginning. En français, une nouvelle terreur. Un film réalisé par Danny Steinman. Je suis obligé de regarder le nom. Pourquoi? Parce que ce réalisateur-là n'a fait que 4 films. Et cet opus-là, ce 5e opus de la série des Vendredis 13, eh bien, ce sera le dernier film qu'il va réaliser, non pas parce qu'il va décéder, non, au contraire, mais simplement parce que ça va signer son arrêt de mort. Il devait réaliser, en fait, de faire un remake du film Last House on the Left, un film qui a été réalisé par Wes Craven et produit par Sean S. Cunningham dans les années 70. Mais finalement, il y a eu le choix de faire ça ou bien ce film de Vendredi 13. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Ça dépend des goûts. Ce 5e film a été beaucoup décrié par de nombreux amateurs. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé, d'autres moyennement, puis d'autres qui ont quand même soit la première visite ou une deuxième, troisième, quatrième ou une 5e lecture, on dit finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Moi de mon côté, vous allez le découvrir. C'est un film qui, malgré tout, puis là je me souviens pas dans quel ordre je l'ai vu. C'est un film que j'ai quand même apprécié. Même s'il ne s'agit pas d'un Jason original, je vous apprendrai rien. Non, ce n'est pas Jason qui est dans le film. Mais j'ai quand même bien aimé le fait que on essaie de deviner un peu qui est ce Jason qui tente d'être ce copycat de Jason. Puis moi, j'ai toujours aimé un peu ce genre de film où on est dans un genre de whodunit, un peu comme dans le premier, on ne sait pas qui est le meurtrier. Alors c'est un peu la même chose dans ce film-là. Donc dans un univers d'Agatha Christie et puis vraiment dans celui-là aussi on se retrouve dans un endroit où l'action se passe en fait. C'est pas un endroit évidemment où par exemple c'est pas un asile psychiatrique où tout le monde est enfermé ou une prison où personne ne peut sortir ou une station spatiale par exemple. Mais quand même c'est un endroit propice à ce genre d'événements-là. Donc suite à ce qu'on a pu voir dans le 4e épisode, on pouvait s'attendre à ce que... Et puis on aime ça, ce genre de... Pas qu'on aime ça, mais on souhaite un peu ça. On a vu la fin, puis ça nous donnait un peu l'impression quand on voyait Tommy Jarvis qui regardait la caméra, ça nous faisait penser un peu à Damien Thorne à la fin de The Omen, tu sais. Ça va être Tommy qui va être le prochain méchant. Un peu comme à la fin de Halloween 4 aussi. On s'est dit, ça y est, ça va être elle qui va prendre la relève de Michael Myers. Mais non, les producteurs veulent pas ça, ou c'est pas possible, ou quoi que ce soit. Bon, dans le cas d'Halloween, ils sont pas capables de faire tuer Michael Myers. Il faut que Michael Myers perpétue son règne de film en film. Dans le cas de Friday the 13th, pour les gens qui connaissent ou connaissent pas la petite histoire, en fait, Tommy Jarvis aurait effectivement pu devenir le meurtrier et aussi Corey Feldman aurait pu et aurait dû continuer, aurait dû être le Tommy Jarvis du 5e film. Le problème, c'est qu'il avait déjà promis, il avait déjà signé pour jouer dans le film le classique The Goonies. Est-ce qu'il a bien fait? Écoutez, The Goonies est un classique des années 80. Donc, est-ce qu'il a bien fait? Pour le film The Goonies, je dirais oui. Pour Vendredi 13, là, la question se pose parce que là, le film aurait été complètement différent, évidemment, parce que le personnage de Tommy n'aurait pas été le même. Parce qu'il faut savoir aussi que l'action
ne se passe pas en 1985, mais bel et bien en 1989, parce qu'il faut avoir, évidemment, il a fallu qu'on fasse, entre guillemets, vieillir le personnage. On n'a pas le choix. Donc, ça aurait été une toute autre histoire, évidemment. Le personnage, est-ce que Tommy aurait été... On y a pensé, hein, Tommy aurait pu devenir le meurtrier. Ça aurait été, je pense, très intéressant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas et je pense que le film en souffre un peu beaucoup en fait, même s'il y a quand même de très bonnes choses dans ce film-là. Donc, première scène d'ouverture, on a quand même réussi à voir Corey Feldman, puis là, ben, on est tous heureux parce qu'on se dit, ah oui, que Corey Feldman fait partie du film, dans une scène qui est quand même assez intense, où on le voit, puis il est très inquiet évidemment parce que deux jeunes vont à la fameuse tombe de Jason. Et c'est bizarre parce que autant j'ai tellement écouté ce film-là, j'ai jamais remarqué que, mon Dieu, il y a tellement une mince couche de terre qui recouvre la fameuse tombe de Jason. Alors les gars, premièrement, la terre est tellement fraîche qu'on dirait qu'ils viennent tout juste de l'enterrer. Mais c'est comme si, tu sais, tu dis, voyons, ils ont juste fait un trou, mettre la tombe, puis ils ont mis un peu de terre par-dessus, ce qui n'a aucun sens. Mais bon, on est dans un film d'horreur, puis s'il y avait eu 6 pieds de terre, ça aurait pris une éternité. Bon, évidemment, le cinéma peut faire en sorte que c'est très rapide pour déterrer du monde, là. Mais c'est complètement insensé. Puis bon, bref, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça dans ce genre de film-là. Puis d'autant plus que la sortie de Jason est quand même assez réussi, je dois dire, au début de ce film-là, quand il sort. C'est assez impressionnant. Puis, on se met... puis, à l'époque aussi, je me suis probablement mis dans la peau du pauvre petit Tommy. Puis, c'est assez angoissant, surtout quand Jason vient vers lui. Bon, la scène est un petit peu longue, mais quand même assez réussie. Et pour ceux que ça intéresse, la scène a été tournée dans la cour arrière de chez Tommy Jarvis, ben pas Tommy Jarvis, là, mais Corey Feldman. Donc, je suis dans la cour d'un de ses voisins parce qu'il fallait... Évidemment, lui était en tournage, en période de tournage, donc il n'avait pas le temps de se rendre nécessairement en studio pour tourner ça. Donc, les scènes où on le voit sont tournées carrément là, pas loin de chez lui. Donc, une très bonne scène, puis là, on s'attend à meilleure. Mais malheureusement, ça coupe, et là, on tombe avec le nouveau Tommy, là, qui est interprété par, mon Dieu, par un gars dont j'oublie le nom, et je pense que ça vaut la peine de l'oublier, parce que, premièrement, tu sais, des fois, il y a des directeurs de casting qui ont un talent fou, mais vraiment un talent fou pour trouver des gens qui ressemblent, tu dis, mon Dieu, c'est comme si on avait tourné la scène, puis qu'on avait attendu genre 5-6 ans pour retourner avec la même personne, tellement les gens, les comédiens se ressemblent. Dans ce cas-ci, non seulement ils ne se ressemblent pas, mais on dirait que le scénario n'a pas suivi non plus. C'est-à-dire que, bon, je comprends que Tommy a eu un choc post-traumatique, ça, pas de problème avec ça, mais il faut quand même que le personnage suive un peu. Là, à part ces masques qui suivent dans son sac, c'est pas mal tout. Le reste de personnage est tellement ennuyeux et tellement pas crédible, déjà qu'en partant, la majorité des comédiens de ce film-là sont probablement parmi les moins bons qu'on a vus. J'ai pas dit que les personnages n'étaient pas bons. Les personnages ne sont pas. J'ai pas dit que les personnages n'étaient pas intéressants, parce qu'il y a des personnages assez intéressants, très diversifiés dans ce film-là, comparativement au film qu'on a vu précédemment, où on avait toujours la même recette, là, qu'on sortait toujours le même menu avec, tu sais, j'ai besoin d'un gars comme ça, d'une fille de même, etc. Là, on a quand même une diversité qui est probablement due au fait qu'on arrive dans un nouveau milieu où on est dans un centre de réhabilitation, donc ça a permis ça, qui est quand même bien. Par contre, au niveau du jeu des comédiens, je pense pas que la plupart d'entre eux ont fait grand-chose après leur performance, et performance est un grand mot, là-dedans. Particulièrement, et là c'est très dommage parce que, tu sais, on s'entend que Tommy est comme un personnage central, mais il est tellement pas bon, j'ai l'impression qu'on l'a comme probablement coupé au montage, ou c'est Jason qui l'a coupé carrément, on a pris la machette puis on a coupé ça là-dedans. Et sincèrement, il y a quelqu'un, et c'est pas moi qui a fait l'exercice, quoique j'aurais pu le faire parce que c'est pas très compliqué.
le personnage de Tommy dans le film dit exactement, et là c'est pas le nombre de phrases, c'est le nombre de mots, il dit 24 mots dans le film. Je ne sais pas combien il a été payé pour sa performance là-dedans, mais s'il a été payé au mot, elle peut te dire que tu es aussi bien d'aller travailler chez IGA, puis je suis sûr que tu mérites plus ton salaire que d'avoir fait une performance là-dedans. C'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, le film s'ouvre avec cette scène-là. Après ça, évidemment, bon, Tommy arrive, présentation sommaire des personnages. Et encore une fois, on aurait pu s'en passer, de deux tarlas qui nous font penser, parce que ça parle toujours des tarlas dans Friday the 13th. Des fois, on réussit à les éviter un peu, mais là, on a comme pris, ceux-là, on les a vraiment comme repiqués de Friday the 13th Part 3D, là. Les deux tarlas, les deux rednecks, là, sont de retour. Dans ce cas-ci, ils s'appellent Ethel et Junior. Alors, probablement que vous savez très bien de qui je parle dans le troisième épisode. C'était les deux fafouins du début. Donc, c'est comme une espèce de copie-collée. Alors, ceux-là aussi vont être, je pense qu'ils sont encore plus agaçants que ceux du troisième épisode. C'est la madame qui arrête pas de gueuler, de dire qu'ils sont bien fatigants, puis c'est des voisins qui sont bien gossants, puis son mari, là, Junior, avec son casque de cuir sur la tête. Ce sont des personnages qui sont extrêmement déplaisants et qui, ultimement, vont se faire tuer plus tard. Son mari va se faire, évidemment, décapiter, là, dans une scène un peu étrange, là. Je sais pas pourquoi il se promène en moto sur son terrain. En tout cas, ça, c'est une des scènes un petit peu bizarroïde du film. Mais on n'en est pas une scène très étrange dans ce film-là. Donc, évidemment, présentation d'abord des différents personnages qui sont, comme je le disais, pas inintéressants, mais le premier, évidemment, le meurtre qui met le feu aux poudres, c'est le meurtre de Joey au début, et heureusement d'ailleurs que Joey disparaît au début, parce que dès que je le vois apparaître, me fait penser à ce maudit Shelly, dont je ne reparlerai pas évidemment, qui aurait pu devenir aussi, il me faisait penser un peu à Coluche, fort heureusement, mais c'est personnage fort désagréable. Je remercie énormément le personnage de Vic qui nous débarrasse de ce personnage-là dès le début, mais évidemment, et vous le savez de toute façon que c'est à raison de la mort de Joey que tout le reste du film va se tramer, parce qu'évidemment, on apprend que Joey, c'est le fils de l'ambulancier qui va vouloir se venger du meurtre de son fils, qu'il a pourtant renié, dont il n'a jamais voulu, assumer la paternité. Donc, bref, tout ça est un peu étrange. Mais c'est la vérité dans Vendredi 13. Alors, c'est comme ça que je trame le film. Et quand on revoit le film, évidemment, cet ambulancier-là, là, on voit dans son regard qu'il n'est pas content. Mais au début, quand tu le vois pour la première fois, tu te dis, OK, oui, c'est normal, là, le jugement de son collègue n'est pas normal, etc. Mais le dernier regard qu'il pose, tu te dis, OK, là, c'est comme un peu trop évident. Tu aurais pu, là... tu sais, Danny, là, le réalisateur, t'aurait pu comme enlever juste le dernier regard qui est comme un peu too much puis qui nous vend la mèche. Puis après ça, là, c'est parti pour de bon, parce que c'est probablement, et c'est pour ça que ce film-là, à mon avis, n'est pas nécessairement le pire film, tout en étant peut-être le pire aussi. Là, c'est difficile d'expliquer. Pourquoi c'est pas le pire? C'est pas le pire parce que c'est un vrai film d'horreur, un vrai film de popcorn, dans lequel, si tu veux voir un film d'horreur et puis te bidonner en même temps, parce que c'est presque burlesque à la limite, parce que c'est un feu roulant. Un feu roulant, c'est le film dans lequel, je crois, où il y a le plus de meurtres, et aussi le film dans lequel si tu veux voir de la fille nue au pied carré, là, tu vas être servi. Donc, c'est vraiment le principe du film d'horreur par excellence des années 80. Et beaucoup quand même d'originalité. Puis des fois, c'est de la tuerie pour rien. Là. Tu sais, par exemple, le film commence, t'as le fameux Vic qui tue Joey. Bon, ça va, ça c'est la scène qui met le feu au poudre. Ça va, pas de problème.
Mais après ça, tu as une scène qui sort de nulle part alors que tu as deux gars. Puis évidemment, t'as toujours deux gars qui tombent en panne. Vous le savez, de toute façon, dans tous les vendredis 13, il y a toujours des personnes qui tombent en panne et qui se font tuer. Alors là, dans ce cas-ci, ces deux gars qui sortent du film Grease, qui sont en panne sur le bord de la route, ces deux nonos qui se chicanent un peu, puis il y en a toujours un qui, évidemment, ben, il a toujours envie de pisser à ce moment-là, puis qui dit toujours à l'autre, ben regarde, arrange-toi un peu pendant ce temps-là, je vais revenir, puis t'es mieux d'avoir réparé le truc. Évidemment, il se fait réparer, mais il se fait réparer par Jason. Meurtre assez original, soit dit en passant, parce que ça arrive pas tous les jours que tu as un feu d'urgence que tu te fais rentrer dans la gueule. Ça, c'est probablement la première fois et la seule fois que j'ai vu ça dans un film d'horreur, donc c'est assez original. Par la suite, ben, son copain, lui, se fait tuer un peu à la Annie Brackett dans Halloween, donc ça, c'est du déjà vu. Mais c'est comme une espèce de petit... tu sais, comme quand t'écoutais Bobino, puis t'es jeune, puis tu dis... Oh, les tout petits, on revient tout de suite après. Tu sais, c'est que Téléciné, on passe-nous un petit bout de film. Fait que ça, c'est comme un petit bout de film. Ben, c'est comme pas prévu. Puis c'est comme un petit barba papa, tu sais, un petit Calimero, tu sais, un petit truc de même, là, chapi chapeau, un truc de même, là. Puis tu reviens après, puis tu sais, as eu un petit moment de plaisir, puis là, tu reviens. Donc ça, c'est pas vraiment ça. Après ça, tu reviens carrément à l'action. Puis là, tu sais, il se passe tout ça, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un meurtre qui arrive. Mais entre ça, là, t'as le suspense. T'as le suspense, puis t'as toujours mon Tommy, là, qui est comme, qui est dans ses pensées, puis qui est pas bien, puis qui regarde par la fenêtre. Puis va-tu voir si, par hasard, il verrait pas Jason par la fenêtre, puis là, il est comme pas bien. Mais on y croit jamais parce que il est tellement pourri, vraiment pas bon, que c'est zéro. Vraiment zéro, pas bon. Fait que tu lui dis, ben, tu y crois pas. Vraiment, tu crois pas qu'il le voit par la fenêtre. Puis tu dis, vois-tu quelque chose ou ben il est vraiment là? On n'est même pas certain nous-mêmes. Fait que ces scènes-là, des fois, là, ça peut arriver que quand je vais revoir le film, ces scènes-là, là, c'est fast-forward. Parce que ce gars-là, écoute, pour ses 24 mots, non seulement il dit 24 mots, mais les scènes où il est là, peut-être, tu sais, il est pas là longtemps, mais tu sais, la minute qu'il est là à regarder dehors, je me dis, bien, regarde, il fait juste regarder dehors, puis il est même pas capable de regarder dehors comme du monde. Fait que, fast-forward, mon Tommy, parce que t'es pas bon, pas en tout, mais vraiment pas bon. Donc ça, c'est des petites scénettes qui sont vraiment inutiles. J'aime bien mieux, tant qu'à ça, regarder le petit Reggie. Habituellement, les enfants des films sont pas toujours très bons. Puis là, en plus, il est habillé en rouge. Je me dis, hey, si bol, ça va mal faire pour toi, mon Reggie. Mais c'est pas le cas pour lui. Bien fait pour lui. Parce qu'il est quand même pas si mal. Évidemment, notre ami Pam, on sait dès le début que, parce que Pam, là, c'est le portrait type de la série Vendredi 13. J'en ai déjà parlé. C'est la fille blonde ou châtaine avec les cheveux un peu curly. C'est sûr et certain que tu as des bonnes chances, ma Pam, ou bien de te rendre presque jusqu'à la fin, ou bien de t'en sortir. Ben Pam, regarde, t'as été bien chanceuse, t'as reçu ton scénario, tu l'as lu, puis tu t'es dit, ah ben tabarouette, j'ai bien de la chance, moi je vais m'en sortir, je vais me rendre jusqu'à la fin. Et évidemment, ben cette chère amie Pam va évidemment vaquer à ses occupations pendant que, et normalement, évidemment, jusqu'à temps qu'elle réalise que ben, c'est non bizarre, il y a comme du monde qui commence à manquer tranquillement autour de moi, alors que je suis pas mal responsable de ces gens-là. Mais ça, c'est tout à fait normal dans un cadre comme celui-là. Et les gens vont disparaître de manière subtile, comme par exemple ce jeune couple qui... on a pourtant averti, hein, les policiers sont venus avertir qu'il y avait un jeune couple qui folâtrait régulièrement dans le bois. Mais c'est pas grave, on les surveille pas. On a dit, ben non, parce que ici c'est un endroit où tout est libre et puis c'est fait pour ça. Ici, après tout, c'est un centre pour laisser les jeunes évoluer puis se rendre plus libres. Ben oui, ben la liberté, c'est ça. Mais ça nous donne une scène tout à fait grandiose au niveau du cinéma d'ado.
du cinéma d'ado, d'horreur d'ado. Certainement, parce que notre chère amie Tina s'en va donc dans le bois avec son chum qui est habillé comme Tom Cruise dans Risky Business. Et là, on a droit vraiment à une scène à laquelle je pense que dans l'histoire de Vendredi 13, on n'a jamais eu droit à une scène aussi osée, je crois. Et regardez, là, on ne se cachera pas que les gars qui vont au cinéma ont été très heureux de voir une scène comme celle-là, qui est vraiment très longue, et on a le droit vraiment à une scène sexy qui nous en met plein la vue. Et là, je veux en profiter pour parler d'une scène comme celle-là. Bon, pas besoin quand on va voir un film d'horreur, on n'a pas besoin d'avoir une scène aussi longue que celle-là, quoique ça ne m'a pas déplu du tout. Mais aujourd'hui, dans le cinéma d'horreur, là, c'est fait pour qui, d'abord et avant tout? C'est fait pour un public masculin, en général, majoritairement masculin. Il y a de plus en plus de filles qui aiment le film d'horreur. J'ai rien contre ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de la nudité. Ça évidemment, HBO a mis ça de l'avant, bon, etc., etc. Et beaucoup plus de nudité. Il y a de la nudité partout. Ça, regarde, on n'a pas de problème avec ça. Et la nudité masculine a pris de l'ampleur. Parfait, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, on a donné de la nudité aux femmes parce que elles n'en avaient pas. Elles n'en avaient pas, elles en avaient moins. D'accord. Mais en faisant ça, on s'est dit, et les gens, les producteurs, puis le public, puis etc., a dit, OK, mais là, il faut en donner aux femmes, ils n'ont pas eu, puis là, etc. Puis c'est pas juste, faut montrer des fesses de gars aux femmes, mais faut arrêter de montrer des seins, parce que c'est pas juste, puis etc. Comment ça, c'est pas juste? Comment ça? Je comprends pas, là. Un instant, là. T'es prêt, tu veux montrer des faux de gars aux femmes, mais tu veux arrêter de montrer des fesses de filles aux gars. Parce que tu veux attirer un public de filles pour voir des films d'horreur. Parfait, parce que effectivement, les filles, en général, vont voir des films. Il y en a qui aiment ça. OK? On débattra pas de ça. Il y a des filles qui aiment les films d'horreur. En général, ce sont les hommes qui aiment les films d'horreur. Ben pourquoi tu donnes pas aux gars ce qu'ils veulent voir? J'ai pas dit que je veux voir un film d'horreur avec juste des filles tout nues tout le long, là. Vendredi 13 est une exception. C'est un genre de film où tu voulais voir ça, et puis c'était fait pour ça. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est, hey boy, si tu réussis à voir un petit peu de ça, eh ben, t'es bien chanceux. Parce qu'en général, si tu vois quelque chose, c'est pour les femmes que c'est fait, parce que tu veux satisfaire madame qui accompagne monsieur. Mais oui, mais moi, le monsieur, là, c'est moi seul monsieur, puis c'est vous seul monsieur. Puis je sais qu'il y a des filles qui nous écoutent, là. Mais vous, le monsieur, qui y allez, puis qui payez pour votre billet, ben vous avez le droit, vous aussi, d'avoir votre nanane, parce que ça fait, et là, je parle de nanane, puis je veux pas être quelqu'un qui plaide pour le tout nu, c'est pas ça, là, c'est pas du tout ça. Mais si tu veux voir un film d'horreur dans ce style-là, tu as le droit d'avoir ton nanane parce que ça fait partie de la culture du film d'horreur, de ce genre de film d'horreur-là. Je parle pas du film d'horreur, tu sais, il y a des Insidious ou des trucs comme ceux-là. C'est pas de ça dont je parle. Je parle pas du film de Shining. Quand je veux voir un film d'horreur de ce genre-là, je m'attends pas à vouloir voir ça. Je parle d'un film d'horreur. Je vais utiliser le film d'horreur bas de gamme, mais un film d'horreur saucisse à grade. C'est ça, là, un film d'horreur saucisse à grade, où je veux avoir du divertissement dans ce style-là. Mais ça, que voulez-vous? À partir des années 80, c'est vrai qu'on en donnait toujours, peut-être on donnait tout aux hommes, et puis que c'était injuste. Puis, à un moment donné, c'était pareil pour la publicité. Regardez, des bouteilles de bière, c'était fait pour les gars. Là, on a commencé à faire ça en forme de pénis pour les femmes. Puis après ça, ben, regardez, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été transformées. Je dis pas que c'est égalitaire. Au contraire, il y a bien non seulement c'est pas égalitaire, la société ne l'est pas égalitaire, je fais juste un commentaire par rapport au film d'horreur. Donc, je ne veux pas faire un éditorial là-dessus. Au contraire, je suis très féministe, mais pas je ne suis pas une femme, mais c'est pas ça, là. Ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de film-là, ça serait juste qu'on retourne là-dessus. Donc, pour parler d'un autre sujet, parce que ce n'est pas le but,
Je veux aussi vous parler du fait qu'il y a eu beaucoup de meurtres très intéressants dans ce film-là. Donc, entre autres, justement parlant de cette fameuse scène où Pamela, c'est très drôle parce que, j'allais dire Pamela, c'est la fille qui fait la scène, Tina, s'appelle Deborah Voorhees, donc le même nom que notre ami Jason, se fait tuer avec un taille-haie, et c'est une scène très réussie, qui nous fait penser au film The Burning, qui est un film des années 80 aussi, dont le maquilleur était le fameux Tom Savini, qui est suivi d'un autre meurtre très réussi aussi, là, où son chum se fait tuer là, de manière assez abrupte aussi, là, alors qu'il est à côté d'un arbre, et puis, ben, disons qu'il se fait peur ici. Un petit problème avec une lanière de cuir. Donc, des scènes comme celle-là, il y en a beaucoup. Puis comme je disais, bon, c'est ça, peut-être que là, quand je vous parlais tantôt de scènes de nudité, il y en a vraiment beaucoup, peut-être beaucoup trop. Un des gars va chercher une fille dans un snack bar, puis la fille, il faut absolument qu'elle se montre les seins, puis qu'elle dise c'est showtime, parce que la comédienne a improvisé ça parce qu'elle venait de voir la jazz. Il y a plein de scènes comme celle-là. L'autre fille, Robin, qui doit absolument dormir nue, puis qui passe 30 secondes à se coucher puis à se montrer les seins. Bon, comme je vous dis, c'est bien correct, mais des fois, c'est comme un peu too much. Des fois, il faut faire la part des choses. C'est simplement ça que je veux dire. Mais comme je vous dis, des meurtres intéressants. Puis Robin se fait tuer exactement aussi comme Kevin Bacon. Donc, il y a des hommages intéressants qui ont lieu là-dedans. Donc, beaucoup de meurtres, beaucoup de meurtres. C'est un festival, vraiment un festival de meurtres dans A New Beginning. Ah oui, puis je vous parlerai pas du frère de Reggie qui se fait tuer dans une toilette. J'ai déjà parlé des toilettes, je reviendrai pas là-dessus, c'est sûr et certain. Le tout se termine, où ça? Ben, dans une grange. Ben oui, fallait bien que ça se termine dans une grange comme dans Friday the 13th Part 3. Et ça se termine presque exactement de la même manière. On se bat, puis finalement, ben, Jason, on s'entend que c'est pas Jason, tombe en bas, il tombe du deuxième étage. Et puis, bien évidemment, là, c'est le dévoilement, on découvre qui c'est, puis etc., etc. Puis là, la finale, c'est épouvantable, la finale. Ben, premièrement, il y a une fausse finale, c'est comme inutile, complètement inutile. Et puis là, cette fameuse finale, et là, demandez-moi pas pourquoi, comment ça se fait que Tommy a dans le tiroir de la chambre d'hôpital, pourquoi Tommy est dans je sais pas pourquoi, le masque de Jason est dans le tiroir. Oh, il a mis ça comme souvenir. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il peut avoir besoin d'autre, Tommy, dans son tiroir, à part peut-être, je sais pas, moi, il a peut-être apporté un petit souvenir ou quoi que ce soit. Non, pas un jeans ou un t-shirt. Non, il y a juste le masque de Jason, mais même pas le masque de Jason, c'est le masque du faux Jason. J'ai apporté ça, puis il s'est dit, ben oui, moi, pourquoi pas? Moi, utiliser ça, puis moi, je vais devenir le prochain Jason. Comme je vous ai fait à croire à la fin du 4e que j'allais devenir Jason, ben là, à la fin du 5e, je vous fais croire encore une fois que je vais devenir Jason, ce qui ne sera pas le cas, parce que il va y en avoir un autre film de Friday 13, puis ça sera sûrement pas moi, parce que j'ai tellement été pourri que vous ne me reverrez plus jamais. Ben, c'est-à-dire, ce comédien-là, on s'entend. Mais, Tommy va revenir. Mais ils vont choisir un autre comédien, fort heureusement. Eh oui, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais c'était pas un mauvais épisode. Non, c'était pas un mauvais épisode. Mais quand même, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Donc, au niveau du scénario, malgré tout ce que j'ai dit, j'ai pas haï ça, j'ai pas détesté ça parce que j'ai trouvé ça quand même très divertissant. Donc, je vous donne quand même un 6 sur 10 pour le scénario. Les personnages, bon, il y en a des... le problème, c'est Tommy, le personnage de Tommy, il est vraiment pas bon. Tu sais, il y a quand même le responsable du centre qui est quand même un comédien qui a fait autre chose. Il a même joué dans Raiders of the Lost Ark, dans pas le premier, là. Mais il a joué dans des films assez connus. Pam, pas si mauvaise que ça. Reggie, quand même, personnage intéressant. Violette, ah oui, je voulais parler de Violette. Moi, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Puis, soit dit en passant, la scène où elle se fait tuer, bon, c'est pas le meurtre de l'année, mais c'est la seule... c'est le seul moment dans un film de Friday 13, de mémoire, où on utilise une chanson et je trouve ça, bon, je suis pas un amateur tout le temps, que, tu sais, j'haïs ça, là, tu sais, maintenant, il faut toujours, on écoute une série télé,
ou un film ou quoi que ce soit, puis il y a surtout une série télé, là, ça je suis plus capable. À la fin de la série télé, on sait qu'on arrive à la fin parce qu'il y a une toune. Il y a toujours une chanson, toujours une chanson. Ça, c'est devenu inévitable. Puis là, tu te dis, OK, je suis rendu. Il y a des séries qui, comme ça arrive 10 minutes avant, mais en général, c'est toujours à la fin. Puis là, c'est une petite chanson, puis c'est souvent comme un cover. Puis là, bon. Mais là-dedans, ça, c'est en 1985, c'était quand même, je suis pas encore très, très utilisé. Très bonne chanson qui s'appelle His Eyes, qui est vraiment très bonne, qui est utilisée au moment du meurtre de Violette, moi, c'est un des très bons meurtres. Et c'est quelque chose qui était très utilisé, par exemple, dans le cinéma italien. Dario Argento, Lamberto Bava, on fait beaucoup appel à des groupes heavy metal ou metal, pas nécessairement heavy metal, là, mais hard rock ou peu importe là, d'ici. Donc, c'est quelque chose en tout cas, je trouve qui est rarement utilisé. Des fois, eux, ils l'utilisent carrément comme trame narrative, là. Mais là-dedans, je trouve que ça sert bien. Puis c'est une bonne chanson, soit dit en passant, qui correspond très bien à ce qui se passe. Donc, je le note au passage. Donc, je parlais des personnages. Les personnages, donc, étant donné qu'il y a des bons ou des moins bons, je donne 6 aux personnages. Pour les meurtres, par contre, là, il y a eu beaucoup de créativité dans celui-là. Je peux lui donner un bon 8. Pour Jason, ben là, Jason, probablement, on le voit pas. Moi, je vais lui donner 4. Ben, il est quand même, tu sais, comme dans la scène d'ouverture, qui est quand même épeurant, puis il réussit quand même à nous tenir en haleine, puis à nous faire peur. Fait que je lui donne quand même un 4, mais tu sais, c'est pas Jason. C'est quand même, on peut pas lui donner une note super bonne, c'est pas lui. Le film, par contre, moi, dans l'univers de Vendredi 13, c'est un film que moi j'ai aimé quand même malgré tout, donc je lui donne un 7. Mais si je le mets dans tout l'univers cinématographique, et boy, là, c'est pas un très grand film, je vais lui donner un 4. Donc, c'est pas mal, c'est un petit peu faible, mais que voulez-vous, ça se rattrape sur le fait que dans l'univers des Vendredi 13, c'est quand même c'est quand même très bon. Donc, c'est, comme on dit, un nouveau commencement, un new beginning. Un new beginning pour le meilleur ou pour le pire, ben c'est ce qu'on saura très bientôt. On se retrouve donc certainement dans un meilleur avenir ou dans un avenir moins bon. C'est ce que nous saurons très bientôt. Portez-vous bien.